Coucou, bonjour tout le monde, salut Starflord. Ça faisait hyper longtemps que je vais pas stream, depuis mars, j'ai pas stream. Ce qui est quand même impressionnant. Donc, on va faire un petit récap de tout. On va parler film, hein, on va parler cinéma, évidemment. On va mettre un petit peu à jour la liste des films que j'ai vus en 2023 et on va un petit peu parler de tout ça. Mais après, avec ce que j'ai foutu, j'ai bossé quoi. Il y a 2 vidéos qui sont sorties sur la chaîne depuis mars. Donc la vidéo sur Fast and Furious et la vidéo sur Alpha Dog. Qui est bidée au possible. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Donc si vous l'avez pas vu, j'espère que vous irez la voir. Et ouais, j'ai été beaucoup occupé par la chaîne, par le travail pour Bolch et l'humanité. Et Critical aussi. Critical qui commence à prendre un petit peu d'ampleur, etc. En termes de travail qu'on doit mettre dedans. Donc Critical qui est le podcast que je connais avec Golgo sur les rappeurs au cinéma. Je savais que faire un podcast c'était du travail, vu qu'on alterne avec Punky sur American Pod. Mais du coup, en lancer un autre, c'est vraiment du taf. Et d'ailleurs Punky le sait très bien aussi, vu qu'il a aussi un nouveau podcast qui s'appelle 1001 jeux, que vous pouvez retrouver sur son Patreon, si je dis pas de bêtises. Et oui, et d'ailleurs Golgo 16 a lancé son propre podcast derrière avec Scratch. Donc comme je disais, on va faire un petit peu le tour de ce qu'il y a eu au cinéma, ce qu'il y a eu en VOD, etc., ce qu'il y a eu en streaming. On va faire le tour de tout ce que j'ai vu un petit peu. Parce qu'il y a des choses à dire, il y en a eu des films, je pré-shot, j'ai toujours pas vu Oppenheimer et Barbie, notamment parce que j'avais autre chose à regarder, honnêtement. Il y a le Flash, on va parler de Flash. J'ai vu Silent Flow et Pump the Volume il y a peu. Yes, Pump Up the Volume, c'est lourd. Et par contre, Silent Flow, c'est un de mes films de chevet, vraiment. Craig Brewer a fait un film incroyable. C'est un des meilleurs films sur les rappeurs, en fait. Silent Flow, c'est pas avec Ludacris, si, exact. C'est pour ça qu'on pourra le faire. On pourra le faire sur Critical. En tout cas, ce putain d'OST pour Silent Flow aussi, fait en grande partie par la 36 Mafia. Donc le film est sorti en 2006, il me semble, Silent Flow. Il y avait eu une nomination, une victoire aux Oscars pour les 36 Mafia, ce qui est énorme. Et moi j'aime bien parce que 36 Mafia, ils sont liés à des gens que j'aime beaucoup parce qu'ils sont dans Jackass 2. Je me rappelle que dans le dernier live, tu nous parlais de ta hype d'Across the Spider-Verse. Hype partagée par le fiston. Oui, Across the Spider-Verse, je l'ai vu au cinéma, du coup, avec mes loulous et ma femme. On va en parler, hein. On va commencer par Across the Spider-Verse. Après, est-ce que tout n'a pas déjà été dit sur Spider-Man Across the Spider-Verse? Je sais pas. En tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Je peux comprendre que ce soit décevant sur le côté film à partie quoi. Film en 2 parties, ça c'est un peu chiant. Moi c'est les thématiques qui m'ont vraiment parlé dans Across the Spider-Verse. Donc Stephen Bach est toujours bon, hein. Moi je le trouve vraiment bon en Miles Morales, notamment sur le final. Donc sans spoiler, mais si vous l'avez vu, vous savez très bien de quoi je parle. J'étais vraiment surpris. Shirin Boutella sur Gwen Stacy, j'ai pas trouvé qu'elle faisait un travail horrible. Je trouvais que ça passait très bien. Je pense que vraiment le seul gros bémol en fait c'est Matthew Kassovitz, mais après le reste ça va quoi. Je trouve Xavier Fagnon sur Jean Stacy, le père de Gwen Stacy, c'était vraiment bien, je trouve. Mais Casso, ben ouais. Et pourtant, Casso, c'est un acteur. Hein. Mais en fait, c'est bizarre parce que, sans vraiment spoiler, Miguel O'Hara a une espèce de rôle d'antagoniste dans Across the Spider-Verse. Et Casso, il lui apporte une espèce de presque de côté je m'en foutiste, en fait. Il met pas vraiment d'entrain. Je sais pas, il fait pas badass, en fait. Contrairement à l'animation et au chara-design du personnage. Mais le film en lui-même, je l'ai trouvé brillant dans son utilisation de tout ce qui est justement canon, etc. Il y a vraiment un esprit d'émancipation du personnage, au-delà même du code
enfin des codes des comics Spider-Man qui, moi, m'ont ravi. Ça m'a fait plaisir de voir ça dans un film, c'est-à-dire que Miles arrive à vraiment un peu transcender le mythe du héros, etc. Le fait de devoir subir des épreuves pour devenir un héros. Bref, il y a plein de thématiques comme ça qui sont vraiment, je trouve, bien amenées et bien utilisées dans Across the Spider-Verse. À voir ce qu'ils vont en faire dans la suite. Mais c'était très cool. Peter B. Parker est pour le coup un peu trop absent. Pareil, je m'attendais à un peu plus de l'ancienne team. Donc Spider-Cochon, Spider-Man Noir, etc. Je m'attendais à ce qu'ils reviennent, et ils reviennent pas, et c'est un peu dommage. Ça, pour le coup, ça, c'est la partie un peu qui m'a déçu. À moi. J'étais en mode, je voulais les retrouver, en fait. Je voulais retrouver la bande à Miles. Et c'est vrai que le film, du coup, est assez dépressif. Mais bon, j'ai bien aimé, parce que c'est quand même... Il y a beaucoup de thématiques adultes dans le film qui sont traitées, et des thématiques qui sont bien trouvées. Originales, j'ai trouvé, pour un film de super-héros. Donc ça fait plaisir. Et le multiverse est super bien traité, pour le coup. Contrairement à Spider-Man No Way Home. Enfin, franchement, j'ai hâte de voir le troisième film. J'ai hâte de voir où c'est qu'ils vont aller. Ça risque d'être décevant, ou ça risque d'être vraiment novateur pour le personnage. Donc je sais pas, à voir. Mais ouais, j'aimerais bien qu'il arrive à briser le cercle. Pour moi, ça aurait du sens, en fait. Ça aurait vraiment du sens dans la caractérisation et l'écriture du personnage de Miles. Je veux absolument revoir Spider-Punk. On n'en a pas parlé, mais par contre, le meilleur ajout de tout ce truc, c'est putain de Spider-Punk. J'ai trouvé le personnage juste incroyable. Franchement, j'avais envie d'applaudir et tout pendant la séance, tellement j'ai trouvé le personnage couillu. Tout son speech et tout, genre j'aime pas les matins, j'aime pas les fachos et tout ça, j'étais en mode oui. Putain, c'est un stoner, ça sort tellement. Après, je comprends qu'on puisse être déçu par son aspect premier film, enfin première partie de machin, parce que tu as une montée d'adrénaline tout le long, t'as des très bonnes séquences d'action, et en fait t'as quasi pas de climax. C'est pas vraiment un climax que t'as. Alors il y a une grosse séquence, hein, la séquence de fin avec le train qui monte à la verticale, etc. C'est une putain de scène d'action, vraiment, c'est énorme. Mais en fait, j'ai l'impression que ça, c'est le troisième acte. Enfin, c'est le début du troisième acte. Et t'attends que vraiment ça atteigne une apogée en termes d'action. Qu'il n'atteint pas parce qu'il va bifurquer à un moment. Et il va aller sur le twist le cliffhanger, en fait, de fin d'épisode. Et ça, c'est un peu relou. Là où le premier film se terminait, genre vraiment avec un grand climax, toutes les thématiques finies, et ça se terminait sur un à suivre. Là, c'est vraiment trop cliffhanger, en mode on te stoppe sur le truc, en mode ah, mais enfin, en fait, limite il manque 10 minutes au film, juste pour que ça soit satisfaisant. Ils t'ont coupé juste avant que ça soit satisfaisant, en fait. Après, il y a eu les retours sur les conditions de taf, oui. J'ai vu ça. En plus, il me semble que c'est Phil Lord qui s'est exprimé sur le sujet en disant que ils avaient mis beaucoup de pression sur les animateurs et tout ça. Et enfin, en gros, oui, on a fait de la merde. Mais je suis fier du film qu'on a fait. Ça, c'est ces mots. Et oui, très cool que tu sois fier du film que tu as fait, mais si tu pouvais éviter de mettre en burn-out des gens qui sont passionnés par leur métier, ça serait bien, en fait. Même n'importe quel chef-d'œuvre ne mérite pas au moins que des personnes rentrent en burn-out. C'est non. Et c'est pour ça que, si le film doit sortir fin 2025, il sortira fin 2025, c'est pas grave, mais tant que ça met pas des gens vraiment dans des détresses psychologiques pas possibles, faut arrêter ça. Ça sert à rien. Ou sinon qu'ils mettent plus d'argent et qu'ils embauchent plus de gens, peut-être. Ça serait bien. Bref, donc il y a Orama tout à l'heure qui parlait de Ninja Turtle. Je sais pas si t'es toujours là. Donc on peut parler de Ninja Turtle, comme ça on va faire les deux d'affilée. Donc que j'ai pas vu au cinéma, que j'ai raté au cinéma, j'aurais pu aller le voir, mais bon, question de budget, etc., ça n'a pas été possible. Honnêtement, moi je suis déjà vendu à Tortue Ninja. Hop là. Donc, ça c'est un des artefacts de mon enfance, pour le coup. J'ai poncé le film
Un nombre incalculable de fois. D'ailleurs, il est même pas rembobiné. La honte. Et bref, Tortue Ninja. Je suis un enfant des années 90, donc évidemment Tortue Ninja, c'est mon délire. Enfin, y a quoi de plus cool que des tortues avec des nunchakus, avec des sabres, intelligentes, rigolotes, qui mangent des pizzas, qui font du skate. Y a quand même beaucoup de choses qui font que Tortue Ninja, c'est cool. Et bon, j'ai vu tous les films Tortue Ninja. D'ailleurs, le dernier qui clôturait, rebootait la série, Le Destin des Tortues Ninja, qui est sur Netflix, était vraiment, mais vraiment excellent. Pour le coup. Il y avait vraiment une histoire épique, un climax magnifique, une animation vraiment au poil. Donc vraiment, j'étais déjà resté sur putain, ça c'était très lourd. Et je sais pas si le nouveau film va faire mieux, même s'il y avait Seth Rogen à la prod et Evan Goldberg. Et pourtant, il débonte. Vraiment, le délire des mutants, il est super bien traité. Alors Superfly, c'est vraiment le méchant, mais il y a quelque chose de très satisfaisant. Déjà, son chara-design est vraiment réussi, ça fait vraiment méchant dégueu, quoi. Et il y a des scènes épiques dedans. En vrai, j'ai quasi rien à reprocher au film, l'animation est super, la DA vraiment est magnifique. Sur le dernier film. Le seul bémol que j'ai, c'est l'utilisation de la musique que j'ai trouvé assez moyenne, pour le coup. Et pourtant, il y a vraiment une OST vraiment mortelle. Enfin, c'est vraiment un truc de bandeur de rap classique. Mais en fait, des fois, comment c'est utilisé, je trouvais que ça desservait l'action. Par contre, il y a vraiment une séquence qui est incroyable. Il y a toute une scène de fight. Et en fait, il y a plusieurs fights qui se passent sur une seule scène, mais ils font des raccords sur les différentes tortues. En fait, ils font une espèce de montage sur No Jiggly. Sur cette scène, j'étais en mode, putain, ouais, si, quand même, ça démonte. Je sais pas. En fait, déjà, j'avais l'impression qu'on faisait un clin d'œil au beat'em all, etc. Et fait, il y a quelque chose dans le fait de faire cette séquence de cette manière qui est ultra satisfaisante. Et là, pour le coup, c'est une des rares fois où la musique est vraiment... Elle est bien choisie. Parce que c'est bizarre, mais elle est chill, mais elle rajoute énormément de classe au bordel. En fait, c'est soit trop chill, soit l'action est trop forte par rapport à la musique. Donc il y a une espèce de dissonance comme ça, où tu dis, ah, est-ce que ça aurait pas valu le coup de pousser un peu plus loin sur les années rap qu'ils utilisent, parce que c'est très années 90, et d'aller juste un poil plus loin vers peut-être du DMX ou ce genre de choses, ou quelque chose d'un peu plus nerveux en tout cas. Et mais bon, je chipote, le film c'est du 18/20, c'est vraiment très bien, je vous le conseille. Si vous aimez les Tortues Ninja, en tout cas, vraiment, je pense qu'il n'y a rien à jeter dans le film. Pour le coup, j'en ai pas parlé, mais c'est vraiment un teen movie. C'est ça qui est cool, c'est que pour une fois, les Tortues Ninja sont vraiment des ados, voire des pré-ados. Et ça change justement des derniers films prod par Michael Bay, où c'est des espèces de bestiaux gigantesques, où on te dit, ouais, c'est des ados, mais ouais, des ados qui ont 18 ans. 20 ans, quasiment. En tout cas, ils ont le physique de cet âge-là. Et de toute façon, April O'Neil a déjà la trentaine, hein, quasi dans cela. Alors que là, pour le coup, c'est vraiment des pré-ados. Tu sens qu'ils ont 13, 14, grand max. Donc, tu permets d'avoir plus d'humour qui joue sur ça. Tu comprends un peu plus Splinter. Aussi, Maître Splinter... son comportement très paternaliste, etc. D'ailleurs, Splinter est génial. Vraiment, c'est pour ça que j'ai envie de le revoir en VO, pour avoir Jackie Chan sur Splinter, parce que je pense que c'est vraiment magnifique. Pas beaucoup plus de choses à dire sur Tortue Ninja, parce que, honnêtement, le film se suffit à lui-même, déjà. C'est un très bon opus des Tortues Ninja. Je trouve que ça ravive un petit peu la flamme. Je sais pas s'il y aura une suite. Je sais pas comment
comment il a marché. C'est peut-être un peu tôt encore pour le dire, parce qu'il est toujours en exploitation. Pour l'instant, il a 94 millions de dollars, ce qui est pas énorme. Le scénario est assez lambda. C'est du classique. Et ce qui est rigolo, c'est que pendant ces 2 mois où je n'étais pas là, j'ai pu lire... Hop là. Le syndrome Magneto. Le livre de Bolche Geek. Je fais sa promo, mais vraiment un livre passionnant sur la pop culture et sur le traitement des méchants dans la pop culture, dont Magneto. Et ce qui est rigolo, c'est que je pense... Je pourrais en parler avec Bolche, mais ce qui est rigolo, c'est que Superfly est vraiment un méchant typique du syndrome Magneto. Même s'ils essayent pas trop d'en faire un gentil. Hein. Mais il a toujours les tropes pareils, c'est-à-dire qu'il a eu une enfance très difficile. Il a vu son créateur, son papa, mourir devant lui. C'est lui qui s'est occupé de ses frères mutants, etc. Et qui a monté un espèce de boys club pour détruire les humains. Ce qui peut s'entendre, vu le délire, même autour des Tortues Ninja, qui sont des Tortues Ninja, et donc il y a toujours ce délire de ils peuvent pas monter à la surface, sinon ils vont faire peur aux humains, etc. C'est des monstres, et tout ça. Et pour le coup, là, c'est super bien traité dans le film. C'est traité de manière classique, mais très satisfaisante, pour le coup. Puis alors, là, pour le coup, Tortue Ninja a un climax vraiment, vraiment cool. Avec de l'action où, enfin, tu te dis, putain, oui. Ils sont allés jusqu'au bout du concept, et c'est un délire. Je l'ai vu et je trouve qu'il est trop simple et trop axé ado. Après, il est très sincère et sympa, donc je prends quand même. Ah ben, c'est rigolo que tu l'aies trouvé trop axé ado. Pour le coup, justement, moi, c'est ce qui m'a fait kiffer. Parce que, du coup, que je l'ai regardé avec mes enfants, j'avais vraiment l'impression que le film était beaucoup plus proche d'eux que les autres Tortues Ninja. Ça, c'est un peu ça qui m'a fait plaisir, quoi. C'est que vraiment, j'avais l'impression que, pour le coup, le film parlait vraiment aux enfants et aux pré-ados. Et pas aux pré-adultes, quoi. Comme ceux de Michael Bay, encore une fois. Je reviens à ceux-là parce que c'est quand même ceux qui ont le plus marché. Je veux dire, le dernier Tortue Ninja qui est sorti sur Netflix, là, le destin des Tortues Ninja, je connais pas grand monde qui l'a vu, malheureusement. Alors que le film est vraiment incroyable. Pour le coup, lui aussi a une histoire vraiment, vraiment passionnante et utilise énormément bien le lore des Tortues Ninja. Mais là encore, ils étaient quand même un peu adultes sur certains côtés. Je veux dire, Leonardo, il est vraiment... même Raphaël, il y a des trucs qui se passent avec Raphaël qui sont très adultes. Enfin, les méchants, pour le coup, ils sont vraiment cool. Là où dans le dernier, là, le Teenage Year, celui par Seth Rogen, les méchants sont très cool, mais t'as envie t'as envie qu'ils soient pas méchants. Parce que c'est des mutants et qu'ils ont des design cool. Le gecko, là, il est mortel. Même Superfly, je veux dire... T'as envie qu'il y ait un petit retournement de situation, qui forme une bande, un petit peu, de mutants. Et bon, ils vont pas dans cette direction, parce qu'il faut un vrai méchant, etc. Mais bon, bref. Sans spoiler, en tout cas, les deux films sont brillants. Je sais pas encore lequel je préfère, honnêtement. Faudrait peut-être que je les revoie les deux. Mais en tout cas, pour l'instant, je les mets au même niveau, et c'est du très haut niveau. On y va, je pense qu'on va parler de The Flash 2 minutes. Je bois, je prends des forces, je me prépare, et on va en parler. Par où commencer? The Flash, moi j'ai aimé. Je suis honnête. Je vais pas faire le mec, c'était de la merde, machin, pire film de DC, pire film de super-héros. Faut arrêter. Faut arrêter 2 minutes. Dans un monde où on a eu un No Way Home complètement insipide et mal écrit et avec des effets spéciaux pourris, The Flash, franchement, honnêtement, si on le prend comme tel, je veux dire, en tout cas, rien que le scénario, il est déjà au-dessus de No Way Home. Donc faut arrêter 2 minutes sur le fait que le film soit vraiment un navet pas possible. Il y a des problèmes, il y a énormément de problèmes, le film est rempli de ça. Déjà de base, Ezra Miller, etc. Mais même si on met de côté ça, si on met de côté Ezra Miller et les effets spéciaux, je suis désolé, mais le traitement de Barry Allen est quand même plutôt malin. Le coup des deux Barry Allen est super bien joué. Je veux dire qu'il y a vraiment
cette sensation de comprendre les événements qui ont formé le Barry Allen de l'univers qu'on connaît, donc la mort de sa mère, l'emprisonnement de son père, etc. Du fait que ça n'arrive pas dans la timeline alternative et donc au deuxième Barry Allen, son comportement d'ado complètement débile, etc. et chiant comme pas possible, il a du sens. Je comprends qu'on puisse pas aimer, je comprends qu'il puisse casser les couilles, mais il a du sens et c'est logique. Donc, en fait, si t'es un petit peu dans le mood, bah, de toute façon, c'est Flash, c'est un casse-couille. Je veux dire, même le Barry Allen de l'univers de base, il le dit, tu vois. Il dit, putain, je comprends enfin pourquoi les gens ils disent de moi que je suis casse-couille. Je le dis de cette manière, je le dis d'une autre manière, mais vous m'avez compris. S'il y a des trucs à jeter, c'est vraiment le dernier caméo. Ça m'a irrité à un point pas possible. J'ai trouvé ça insultant. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, il y a la fin originale en version screener qui est sortie. La fin, donc, des tests screenings, des derniers tests screenings qu'il y avait eu. À la base, on ne devait pas voir qui était le dernier Batman qui arrive, parce que spoiler, il change de Batman à la fin. Et on ne devait pas le voir. Le fait qu'on le voit, ok, c'est rigolo, mais c'est rigolo. C'est pas impressionnant. C'est pas malin. Voilà, c'est ah lol. Ok, ils ont fait revenir lui quoi. Je trouvais ça vraiment un peu nul. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Le gros truc là, multivers, Christopher Reeves, Nicolas Cage et tout ça, ça c'était clairement non. J'ai trouvé ça putassier. C'est moche en plus, c'est d'une mocheté mais vraiment incroyable. Faut le faire pour rater un caméo de Nicolas Cage, quand même. Surtout qu'apparemment il a tourné ses scènes. Ce qui ça se ressent jamais. Tu as vraiment l'impression qu'ils ont pris des images d'archives et qu'ils ont fait une espèce de bouillie à la con. C'est à vomir quoi. C'est vraiment à vomir. Et pour le coup, j'ai vu le film avec mon grand, donc mon fils qui a 7 ans, qui a énormément apprécié le film. Parce que le film s'y prête. Je veux dire, si tu sais pas que Ezra Miller c'est un connard, ce qui est son cas, je vais pas dire à mon fils tu sais l'acteur machin il a fait ci, il a fait ça. Il est petit, il a pas besoin de le savoir. Je pense en tout cas, j'ai pas besoin de le saouler avec ça. Nous en tant qu'adultes c'est bien d'avoir un regard critique, etc. Mais pour un enfant, je vais pas lui gâcher un film de super-héros parce que l'acteur principal est un espèce de gros connard. J'y montre assez de choses et j'y explique assez de choses par rapport au cinéma pour qu'il sache que Flash il n'existe pas, que c'est un monsieur qui fait semblant d'être Flash. Mais je vais pas aller au-delà à lui dire bon l'acteur c'est un connard, ainsi de suite. Mis ça de côté, par exemple Keaton, il connaît pas Keaton parce qu'il a pas vu les films de Tim Burton encore, parce que ils sont encore un petit peu trop adultes pour lui. Je préférerais lui montrer ceux de George Clooney pour le coup. Mais Keaton du coup il s'en battait les couilles. Pour lui c'était un Batman lambda. Donc, enfin, un vieux monsieur qui jouait au Batman. Bon. Et par contre, arrivé à la scène des caméos, enfin, je l'ai regardé, il était en mode. C'est qui? Parce qu'il voyait très bien que c'était d'autres Superman. Mais. Oui, et, tu vois? Donc, j'ai dû lui dire, tu vois, quand il y avait Christopher Reeves, je disais, ça, c'est le premier Superman que moi j'ai vu quand j'étais petit. Il y avait que lui en film de Superman. Donc c'est le Superman de papa qui a été petit. Et à part... Ah d'accord. Ah, zéro effet, zéro machin. Donc il s'en battait les couilles totalement. Il a un peu kiffé quand il a vu Superman se battre contre une araignée. Il était oh, c'est quoi ça? Mais en fait, du coup que c'est pas exploité, que c'est juste gratuit, ça l'a pas marqué. Et ce qu'il a kiffé surtout, en fait, c'était les blagues sur The Flash. Flash qui court pas vite. Et ce genre de truc. Il a super kiffé par contre Kara. Et je pense que pour le coup, là, le film, il est boudé pour des bonnes raisons. Mais on met pas assez la lumière sur les très très bons éléments du film, dont Kara, qui est vraiment une super girl géniale. J'aurais voulu un film entier sur elle, tant... l'actrice, le personnage, etc. Tout est vraiment qualitatif et bien écrit. Donc, putain, c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Sacha, elle est top. Elle est incroyable.
Elle est vraiment incroyable. Ça faisait tellement plaisir de voir une Kara aussi bien jouée, quoi. Elle est badass en plus, elle est putain de badass. Moralement, et éthiquement, le film est complètement à vomir. Et ça, je suis complètement d'accord. Mais pareil, enfin, je vais pas dire à mon enfant de 7 ans. Alors tu sais, le premier mec qui a joué Superman, il en avait marre parce que tout le monde le reléguait à Superman, et il s'est suicidé. Bon. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaye d'être mitigé, enfin d'être plutôt nuancé par rapport à tout ça, parce que le regard de mon fils m'aide aussi quand même à essayer de prendre une distance et de voir le film qu'en tant que film, et de pas voir derrière. Mais bon, j'avoue que là, c'est un cas très difficile. En fait, je pense que là, pour le coup, il y a un effet pervers où les mecs, ils étaient en mode, venez, on fait plus que No Way Home. Parce que dans No Way Home, pour le coup, il y avait Toby et Andrew Garfield. Et quand le multivers s'ouvre, etc., il y a ces espèces d'effets violets. On voit des espèces de formes. Genre, je crois qu'il y a Rhino. Il y a quelques formes comme ça dans le ciel que tu peux distinguer et te dire, oh là là, il y a les méchants qui arrivent. Et je pense que eux, ils voulaient aller beaucoup plus loin. Et qu'ils étaient en mode, ok, nous, pour le coup, on a un passé encore plus chargé autour de Superman, donc utilisons-le. Et en fait, c'est le genre de cas où tu te dis, c'était une bonne idée sur le papier, mais dans l'exécution, c'est vraiment pas cool. Et il aurait fallu ne pas le faire, en fait. Et pour le coup, c'est con, hein, mais faire revenir un Tom Welling qui demande que ça, de refaire du Superman. Enfin, je veux dire, le mec, on l'a revu dans le Arrowverse, etc. Putain, utiliser Tom Welling. Je veux dire, tous les gosses des années 2000, ils le surkiffent. Même faites revenir Brandon Routh. Je veux dire, il y a des acteurs encore en vie qui ont joué des Superman, qui ont envie encore de jouer des Superman. Brandon Routh a rejoué Superman dans pareil, dans l'Arrowverse. Je veux dire, ils étaient là. Pourquoi ne pas les utiliser eux, qui sont en vie, qui sont d'accord, etc., plutôt que utiliser Christopher Reeves qui est mort, le premier Superman qui s'est suicidé à cause de son rôle, etc., etc. C'est débile. C'est débile. À la limite, comme je disais, c'était une bonne idée, mais il y avait d'autres manières de l'exécuter, quoi. Tu m'aurais mis Tom Welling en Superman, en caméo dans Flash, là, pour le coup, j'aurais applaudi. J'aurais été en mode, putain. Oui, parce que la série Smallville se termine sur Clark qui devient Superman. On a envie de voir qu'est-ce qu'il est devenu. C'est tout con, c'est vraiment tout con. Ça aurait pu être tellement satisfaisant et ils sont passés à côté pour des questions vraiment de merde. Parce que je pense que il y a ce côté de si on met un acteur de série, voilà quoi, c'est bof. Mais non, en fait, justement, tu peux utiliser des acteurs de série qui ont un potentiel nostalgique et tout d'une manière beaucoup plus logique, beaucoup plus réfléchie et éthique en plus de ça. Faut que le DCU arrête de courir après le MCU, vivement que James Gunn pose une... C'est là où... Tu vois... C'est là où... la fin de Fast and Furious 7, tu vois. See you again. Parce que moi, je ne suis pas du tout confiant pour la version de James Gunn. Ça serait peut-être que James Gunn. À la limite, j'accorderai le bénéfice du doute. Le problème, c'est que James Gunn n'est pas tout seul. Et faut pas oublier ça, en fait. Parce que avec James Gunn, il y a un mec qui s'appelle Peter Safran. Et Peter Safran, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. C'est le mec qui a volé les Wayans par rapport à Sky Movie. C'est le mec derrière des gens comme Friedberg et Seltzer et leurs films. C'est quelqu'un de nocif à Hollywood. Et c'est vraiment un businessman pur. Lui, il n'y a rien de créatif. Et autant j'accorde le fait que James Gunn soit un créatif et qu'il est capable de renouveler des univers, autant s'il y a Peter Safran derrière qui prend des décisions budgétaires et marketing, etc. autour de certains trucs, ça va commencer à sentir vraiment la merde. Donc vraiment, moi, j'ai très peur de ce qu'ils vont faire de l'univers d'ici. Je trouve que c'est complètement débile de déjà reboot l'univers, alors qu'il y avait de la place pour étudier d'autres trucs.
dans le même univers instauré par Zack Snyder. Par exemple, Blue Beetle, je vois pas en quoi c'est important d'en faire un super-héros qui est en dehors de cet univers-là. Il aurait très bien pu s'intégrer avec des délires comme Aquaman, etc. Black Adam, le film était naze. The Rock, etc. Bref, il y a eu plein de problèmes par rapport à Black Adam. Et je suis le premier à dire, putain, j'ai pas envie de le revoir. Par contre, la Justice League Society, Pierce Brosnan, Atom et c'était Hawkboy, c'était trop bien. Ils étaient vraiment trop bien. Et un film Atom, pour le coup, je suis vendu de fou. Donc, et tout ça, ils le prennent, ils le scrapent, ils voltègent. Et peut-être qu'on va avoir un autre film Atom avec un autre acteur, ce qui est complètement débile, vu qu'il y en a eu un juste là, l'année dernière. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais vraiment, pour moi, il y avait... Enfin, pour moi, rebooter là maintenant l'univers, et en plus, on le voit au chiffre de The Flash, par exemple, je pense qu'on va le voir encore plus pour Aquaman. En plus, les mecs, ils savent pas où aller, ils ont quand même dit que Gal Gadot resterait Wonder Woman et qu'il y aurait peut-être un troisième film. En tout cas, ils sont en espèce de pourparlers, ils savent pas trop quoi faire, etc. En attendant, de l'autre côté, il y a The Batman 2 qui va arriver avec Robin. Va y avoir Joker, La Folie à 2. Moi, je comprends les gens qui sont en mode ouf, même pas j'y vais parce que je ne comprends plus rien à l'univers. Et je pense honnêtement que c'est ce qui va se passer pour le reboot. C'est-à-dire que les gens, ils vont être en mode flemme de s'investir dans un univers qui va peut-être pas aller jusqu'au bout à cause des flops, à cause de mauvaises décisions à la con, etc. C'est typiquement là ce qui s'est passé avec cet univers déjà, qui a été instauré quand même il y a un peu plus de 10 ans. Man of Steel, c'est 2012, il me semble, 2013. Donc c'était effectivement il y a 10 ans. Et en 10 ans, ça y est, hop, on reboot, on repart encore de zéro, encore un nouveau Superman, encore machin. Alors que des gens se sont quand même investis dans l'univers de Zack Snyder, ça a quand même pas floppé, Man of Steel, ni BVS, tu vois. Donc après Justice League, c'est un cas à part. Je pense qu'il n'y avait pas à reboot, honnêtement. Il y avait assez de place pour faire d'autres projets, d'autres side projets. Il y avait moyen de laisser Wonder Woman, Batman, Superman de Teco. C'est bon, on les a surutilisés. Cyborg, tout simplement. Alors on sait pourquoi il n'y a pas de film Cyborg. Parce que Ray Fisher l'a ouvertement sur les gros problèmes de prod, de racisme, etc. qu'il y avait à la Warner. Le mec est blacklisté comme pas possible. Et putain, pourtant, il manquait que ça. Un film Cyborg, ça aurait été génial. Ray Fisher est un des meilleurs acteurs de la Justice League, honnêtement. Quand tu vois en plus l'importance qu'il a dans la Snyder Cut, etc., il y avait vraiment moyen de faire un très bon film avec Cyborg. Et tout ça, c'est scrap. C'est vraiment dommage. Après, tout le monde sait que le DC Universe est meilleur chez CW que dans la cinématique. Il est mieux traité. Il est beaucoup plus cheap. Donc il y a... Au bout d'un moment, les gens, ils veulent quand même du spectacle. Et du spectacle de qualité. Il faut dire que Grant Gustin est vraiment un super Flash. Et encore une fois, pareil, pourquoi ne pas utiliser Grant Gustin? Il a déjà rencontré Ezra Miller. Enfin, il a déjà rencontré le Flash d'Ezra Miller dans la série. C'était gratuit. Grant Gustin, en plus, la série The Flash est terminée. Pourquoi ne pas en profiter pour le faire revenir dans une espèce de caméo? Enfin, je comprends pas ça. Je comprends vraiment pas. Si vous voulez montrer d'autres univers, la collusion des autres univers et tout ça, c'était là. Il y avait qu'à se baisser, prendre Grant Gustin, prendre Tom Welling, prendre Brandon Routh qui l'a joué au cinéma et dans une série. Ça m'énerve en fait, ça me frustre. Ça me frustre parce que je vois toutes les décisions de merde qui ont été prises pour aboutir à cette espèce de gros flop. Et vous savez, j'aime les films malades. J'aime les films... Pas parce que justement on ressent tous ces problèmes, mais pour l'idée des films qu'ils auraient pu être. Parce que c'est là en fait, tu le sens qu'il y avait des bonnes volontés. Je pense qu'Andy Muschietti est un bon réel et qui, dans sa tête, il était pas en mode je vais faire un film de merde. C'est juste que les prods derrière, ils ont fait tellement nawak que c'est devenu un film de merde. Malheureusement. Quand on voit des films comme Everything Everywhere qui sont hyper inventifs avec le multivers, on voit ce qu'on rate sur les grosses licences et c'est dommage, c'est du potentiel de fou avec ces univers. Je suis complètement d'accord, même si ça fait 3 fois que j'essaie de regarder Everything Everywhere All At Once et j'arrive pas à aller jusqu'au bout. Je sais pas, il y a un truc qui me... À chaque fois je m'emmerde. Je le trouve très bien.
il y a des choses très bien et tout. Mais en fait, ça fait 3 fois que j'essaie de voir. Il y a toujours un moment où j'arrête le film en mode ah, putain, attends, il faut que je fasse un truc de. C'est The One à moins rigolo. Ah. Punky, il a dit. En fait, c'est ça, c'est qu'à chaque fois que je regarde, je réessaye de voir Everything Everywhere at Once, je suis en mode ah, j'ai envie de revoir The One. C'était The One qui était cool. The One, le multivers, il avait géré, il avait compris l'idée. Il y avait tout dans The One, et puis il est fun le film. Là, je dis pas qu'Everything Everywhere, il est pas fun, il est très rigolo, mais j'ai quand même un peu l'impression que c'est un peu forcé. Que l'humour potache marche moins bien que dans Swiss Army Man. Après, c'est que mon avis. Honnêtement, ok, c'est rigolo de voir Nicolas Cage enfin se battre contre cette araignée, mais ça m'a tellement frustré par rapport à Kevin Smith. Parce que je me suis dit, ça c'est l'idée justement des prods derrière. Pourquoi ne pas avoir utilisé le script de Kevin Smith qui était prévu à la base? Vu que de toute façon on sait que cette histoire d'araignée géante machin c'était de la merde. Donc pourquoi le faire dans Flash? C'est débile. En fait je me suis dit putain mais avec ce qu'il y avait de prévu dans le film de Kevin Smith, pourquoi pas utiliser ça? Quitte à faire une scène. Tu vois, tu mets Brainiac et tout ça, tu fais une grosse scène comme Kevin Smith l'avait prévu dans son scénario. Non, ils ont fait vous avez vu? C'est Private Joke. C'est parce que l'idée de l'araignée c'est de la merde. Bah du coup on l'a fait. Mais vous êtes cons! Si c'était de la merde, fallait pas le faire. Ça m'énerve, c'est n'importe quoi. Et ça je suis sûr que c'est une décision de Peter Safran. Bref, je pense qu'on a assez parlé de Flash. Je pense que de toute façon tout le monde est à peu près d'accord pour dire que ben bon. Au pire, certains diront c'est une grosse merde totale, soit bon ben il y en a certains qui accepteront un peu que bon il y avait pas tant tout à jeter dans le film non plus. Faut pas exagérer. Si ça c'est le pire film que vous avez jamais vu, s'il vous plaît, regardez un disaster movie, regardez un sexy movie, regardez n'importe quel autre prod de Peter Safran pour le coup, et venez on en reparle plus tard quoi. Le concept même d'univers étendu me rebute de plus en plus, je crois. Quelles que soient les têtes pensantes du projet, et je pense, pareil que toi, je commence à en avoir le cul. Et en plus, j'ai envie vraiment de revenir sur ça sur ma chaîne, parce que pour moi, évidemment, les univers étendus, ça existait avant. John Hughes, par exemple, tous ces films sont une espèce d'univers étendu. Les univers étendus, de toute façon, c'est inhérent au truc du comics. Mais pour moi, celui qui a réussi à en faire vraiment quelque chose d'intéressant, c'est Kevin Smith, pour le coup. Avec son propre univers étendu, etc. Parce que pour le coup, vraiment, lui, il a créé des personnages, etc. Et il a étendu son propre monde, ce qui est passionnant, qui me passionne. Autant faire des trilogies, on peut pas revenir au temps des trilogies, en fait. Attention, on revient pas au temps des colonies, hein. Voilà, non, des trilogies. Voilà, 3 films prévus de A à Z. Le Seigneur des Anneaux. On peut pas prendre juste ça comme base. Quand je vois en plus que David Zaslav, le CEO de la Warner, qui est en mode oh là là, ces 20 dernières années, on a sous-utilisé Harry Potter, le Seigneur des Anneaux et tout ça. Espèce de gros fils de connard quoi, espèce de connard. Tu comprends pas que justement ces univers ils ont gardé toutes leurs capacités, tout ce qu'ils évoquent, etc. Parce que justement on les a pas surutilisés. Là on vient d'avoir la série Lord of the Ring qui est très bien, elle arrive à temps, je trouve, assez longtemps après les films et tout, mais on a quand même déjà eu le Seigneur des Anneaux, après on a eu The Hobbit, après là on a eu la série. Et le mec, il veut encore surutiliser ça. C'est bon, stop. Je veux dire, pas besoin de surutiliser des univers. Créez-en d'autres. Il y a plein d'autres univers disponibles. Après, je m'énerve, je pense que vous êtes d'accord avec moi pour la plupart.